Ce dimanche en Formule 1, des manifestants ratent totalement leur tentative pour capter l'attention du monde en envahissant la piste après qu'un horrible crash ait interrompu la course. Daniel Ricciardo échoue à 3 places des points dans un Grand Prix qui a vu 6 abandons. Et Ferrari prend une décision stratégique controversée qui offre un potentiel succès de Leclerc pour l'offrir à son coéquipier moins performant, du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix de Singapour 2019. Oh certes, Consensus Binotto aura bien tenté de justifier qu'il fallait choisir un pilote à arrêter lorsque la voiture de sécurité est intervenue en fin d'épreuve, et qu'entre Leclerc, plus rapide depuis le début de course malgré des dégâts sur l'aileron avant, et Sainz, fébrile meneur en début d'épreuve, il n'y avait pas match. Il fallait donner le plus de chance au moins fort des deux et laisser l'autre profiter de ses vieux pneus durs de 8 tours contre 5 pilotes en pneus tendres. Mais les plus désagréables d'entre vous diront qu'avec Leclerc, qui était à 5 secondes devant Sainz, et que Leclerc était suffisamment loin des stands pour pouvoir lui dire à la radio « Salut Charles, c'est Giuseppe, tu vas bien? La safety car vient d'entrer en piste, du coup on va chausser des pneus tendres pour couvrir Hamilton, pleine scie, on va faire le cappuccino. Est-ce que tu veux un cappuccino en attendant ?» Bon allez, pour être un petit peu plus sérieux, pour ceux qui oseraient dire que Ferrari n'a pas eu le temps de le voir venir, sachez que Ocon était littéralement en train de se faire prendre un tour par Leclerc au moment où il a abandonné. Donc tout le muret des stands savait très bien qu'il allait potentiellement avoir une virtual safety car, voiture de sécurité qui allait très certainement tomber, et qui plus est dans la ligne droite précédant le virage de Stowe, on a dit à Leclerc à la radio Safety car windows is closed. Safety car windows close. VSC too. Yes, close. Stay out. Que si jamais la voiture de sécurité arrivait beaucoup trop tard pour que le muret des stands ait le temps de réagir, Leclerc sache déjà qu'il ne devait surtout pas entrer. Les mêmes plus désagréables d'entre vous diront qu'au-delà de l'enjeu mondial, il est préférable de donner la meilleure stratégie au pilote le plus performant qui est devant en piste et de s'assurer au pire d'un double podium avec une Mercedes au milieu que d'avoir potentiellement une première et une 6e place à l'arrivée. Que vous êtes désagréable. Aussi, ce week-end, en Formule 2, Roy Nissany repoussait les limites de la bêtise qu'il avait pourtant déjà bien repoussé cette saison en provoquant un accident qui envoyait Dennis Hauger en plein sur son cockpit. Si les super tremplins jaunes si controversés l'ont beaucoup aidé à s'envoler, il sera sanctionné non pas d'une peine de mort après que son avocat, le maître Allo, soit venu à sa défense, mais de 3 places pour le prochain Grand Prix. On passe d'un extrême à l'autre. Mais c'est sur Zhou Guanyu que ce système de sécurité viendra remplir une nouvelle fonction inattendue. Le chaos du départ propulsait son Alfa Romeo sur le dos, mais la violence de l'impact était telle que l'arceau de sécurité, ce système incorporé dans toutes les Formule 1 depuis plus de 50 ans, pour éviter que la voiture se retourne et écrase le pilote, eh bien il a simplement éclaté. Après 300 mètres de surf sur son halo à abîmer le bitume, c'est le bac à gravier qui a parfaitement rempli sa fonction en propulsant le pilote chinois au-dessus du mur de pneus. Ah, c'est pas à ça que ça sert ? Nous plongerons dans la course de chaque pilote comme habituellement, mais tout d'abord, revoyons le déroulement du week-end. Avec un roulage réduit à cause des essais libres 1 pluvieux, la piste est encombrée sur les 2 autres séances et tout le monde se creuse la tête pour les réglages avec la pluie annoncée. Le compromis sera dur à trouver sur un tracé au virage si rapide. La pluie vient aussi perturber la séance qualificative, mais ce n'était que pour mieux nous préparer au délice que sera le dimanche. La surprise, la performance du jour est sans conteste la toute première et inattendue Q3 de Nicolas Latifi, profitant du malheur des autres, mais aussi en Q1 et en Q2, le Canadien a fait ce qu'il savait faire de mieux. Ouais, non, pas ça, je voulais dire prendre le meilleur de chaque situation, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'il sait très bien faire d'habitude. Ah, et ouais aussi, il y a Carlos Sainz qui a pris une pole position surprise après avoir été relativement à la ramasse tout au long de la Q3. Mais ce fut un vrai travail d'équipe, avec Leclerc qui a causé un drapeau jaune dans sa dernière tentative, ralentissant Verstappen, alors que les Mercedes ont fait l'erreur de faire un tour au ralenti avant leur dernier essai, ce qui a considérablement refroidi leurs pneumatiques. Profitant de gomme tendre, Maximus passe Carlos au départ, mais ça n'a aucune importance, car les pilotes n'ont pas le temps d'aller suffisamment loin pour que le drapeau rouge conserve leur position lorsque la course reprendra. Ce drapeau rouge est le résultat de plusieurs incidents qui ont fini par converger.
Russell et Zhou prennent un mauvais envol, comme Tsunoda et Albon un peu plus loin. Latifi et Gasly, eux, s'envolent à la perfection. Le premier passe Zhou et Russell, et le second tente d'en faire autant, mais Russell, ne voyant pas Gasly dans ses super rétroviseurs inutiles qui montrent que dalle, resserre la trajectoire et percute le pilote français. Effet domino, Zhou s'envole, derrière Albon doit ralentir plus tôt que prévu, Vettel qui s'était élancé parfaitement percute le pilote Williams, et patatras, on va pas non plus refaire tout l'accident, nous sommes rassurés pour Zhou qui s'en sort indemne, tout comme Albon qui a été incroyablement secoué dans tous les sens. Lorsque la course reprend, Verstappen a décidé de repasser en pneu médium, évitant ainsi d'avoir à chausser 2 différents composés pneumatiques pendant la course. Cela lui coûte au second départ, où Carlos défend ardemment pour conserver la tête de course, Pérez, 4ème, prend le meilleur envol et passe Leclerc au premier virage, et se retrouve idéalement placé pour attaquer Sainz et Verstappen au 4ème virage, mais Leclerc insiste à l'intérieur et les deux se touchent. Pérez endommage un morceau d'aileron, et Leclerc perd un morceau du sien un peu plus loin. Chanceux dans sa malchance, le monégasque n'aura pas l'ordre de la direction de course de passer pour réparer cet aileron, contrairement à Pérez, qui, avec un morceau menaçant de tomber à n'importe quel moment, a dû rentrer au stand pour le changer. Cela bénéficie à Hamilton qui prend la 4ème position après avoir perdu du temps derrière Norris, et il peut commencer à prouver le bon rythme de sa Mercedes. Mais c'est au 10e tour que le monde bascule. Après 10 tours de domination sans partage, Carlos Sainz finit par céder à la pression de Max avec un gros sous-virage à l'entrée de Beckett qui l'envoie hors piste. Mais surtout, le retournement de situation de la course. Yuki Tsunoda, alors plus rapide que son coéquipier, tente une attaque à l'intérieur du virage 3. Petit Noda perd son petit bateau et dérive dans le flanc de Gasly. C'est un bout de carbone de cet incident qui décidera du futur de Red Bull lorsque Verstappen roulera dessus quelques tours plus tard. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'écurie italienne s'attaquera à Red Bull, ennemi juré de la mythique écurie italienne cette saison. Bon, toute blague mise de côté, il semble que, étrangement, les pièces AlphaTauri et Red Bull ne soient pas compatibles parce que Max perdait près de 2 secondes au tour, croyant d'abord à une crevaison, s'arrêtant un petit peu pour rien. Cela offre virtuellement un doublé Ferrari, mais Hamilton revient dans le jeu et se rapproche dangereusement. Leclerc et Ferrari insistent pour que Sainz, toujours en tête, diminue ses temps au tour à 1:32.9. Mais le pilote espagnol refuse de coopérer et l'équipe décide donc de l'encourager en l'appelant au stand pour des gommes neuves et laisser la piste dégagée à Leclerc qui ne parvient hélas pas à améliorer face à Hamilton et il est appelé au stand quelques tours plus tard. C'est aux Britanniques de dicter le rythme en tête de course et il le fera pendant une dizaine de tours avant de passer en pneu dur à son tour. Un petit problème avec les mécaniciens lui prive d'éventuellement revenir plus rapidement sur les Ferrari, car chez Ferrari le problème se répète, avec Leclerc coincé derrière Sainz, et Ferrari demande des 1:32.2, mais à nouveau le pilote espagnol, pour des raisons qu'on ignore, refuse d'exécuter cet ordre, et il doit, en conséquence, céder sa position au monégasque, qui creuse très rapidement l'écart. 5 secondes en 8 tours à peu près pour être précis. Mais là survient le drame. Esteban Ocon abandonne sur panne mécanique en plein milieu de la piste. Nous avons déjà ri des stratégies mises en place chez les Rouges, donc parlons du sublime duel à la relance après que Sainz ait aisément dépassé son coéquipier. Pérez, revenu de l'autre bout du monde après le début de course chaotique qu'il a eu, a bien l'intention de se racheter et de faire le second last to first de sa carrière, mais Leclerc oppose une sublime résistance et Hamilton et lui perdront de nombreux tours coincés derrière. Carlos entre dans la légende en devenant le 112e vainqueur en Grand Prix, le 39e pour Ferrari, le second pilote espagnol à remporter une course, alors que Pérez est élu pilote du jour pour sa remontée et son pilotage destructeur, et Lewis conclut le podium avec le meilleur tour. Je l'ai toujours dit et je le redis, pour gagner des grands prix en Formule 1, pour terminer sur un podium avec une équipe de milieu de peloton, il faut avoir un petit peu de réussite et aussi savoir être là pour saisir cette opportunité. C'est exactement ce que Carlos Sainz a fait ce week-end, que ce soit en qualification ou pour une fois c'est lui qui a aligné ses 3 secteurs et Leclerc qui s'est planté. Cela n'enlève rien au fait qu'il était le plus lent, mais au final, c'est le dernier temps qui compte, parce que la piste s'améliorait. Et le dimanche, c'est pareil,
il a fallu être là, savoir profiter d'absolument tout ce qui s'est passé en piste, et si le rythme n'était pas là du tout, on ne peut pas enlever du tout le fait qu'il a su être là pour récupérer le résultat. Est-ce que ça change quoi que ce soit au fait que les performances de Carlos continuent d'être médiocres tout au long de cette saison, à part peut-être au Canada, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais au Canada, je pense qu'il a fait vraiment une de ses meilleures courses cette saison, mais là, ce week-end, c'était un nouveau désastre. J'étais pas tant surpris que ça, parce que Silverstone, c'est vraiment un tracé qui est taillé pour Charles, et on l'a vu en plus avec Leclerc qui parvenait à extraire de la performance malgré les dégâts sur sa monoplace. Pour rester un petit peu plus concentré sur Carlos, on est content pour lui, blablabla, c'est super, c'est sa première victoire en Formule 1, j'adore les nouveaux vainqueurs, peut-être que ça va lui débloquer quelque chose, la semaine prochaine il sera plus performant, etc., etc. Enfin, on va pas revenir sur toutes ces choses. Il est là depuis un beau moment, Carlos, qu'on le veuille ou non, ça a toujours été un pilote dans le milieu de peloton qui était très solide, et au même titre que dernièrement, Perez, Gasly, Ocon, c'est un bon pilote de Formule 1 qui mérite de marquer son temps de la sorte. À l'exception de ce petit état-quo en qualification, le week-end de Leclerc était parfait. On peut peut-être le blâmer d'avoir trop tapé dans ses pneumatiques en essayant de passer Sainz en début de course, parce que quand Sainz s'est arrêté, Leclerc avait plus vraiment de performance à donner. Mais je suis tout simplement estomaqué de voir à quel point il a réussi à piloter la monoplace avec des dégâts. On le voyait dans certains virages un petit peu lents, je pense au virage 4, qui est celui où il s'est accroché avec Perez en début de course, ou encore le virage juste avant Copse, le long droite, très très long droite, qui correspond à l'ancienne sortie du stadium. On voyait dans ces virages, il avait vraiment beaucoup de survirages, et de voir qu'il arrivait quand même à aligner les chronos avec ça, c'est assez impressionnant, et pour moi une nouvelle démonstration de ce que ce pilote est capable d'apporter à la Formule 1, et c'est tout à fait regrettable de voir que la bonne fortune va rarement en son sens. Alors j'ai quand même envie un petit peu de m'extraire, passer un petit peu dans l'aspect un petit peu plus méta de Ferrari pour essayer de comprendre, enfin ma vision des choses sur ce qui s'est passé dans le garage Ferrari à ce moment-là. Ça mériterait une chronique à part entière, mais j'ai vraiment pas le temps. Déjà, vous allez voir le jour de la sortie de la chronique, vous allez vous dire « mais on est déjà au Grand Prix suivant ». Bref, pour moi, le truc, c'est que chez Ferrari, il y a rien qui va, il y a une dissonance cognitive totale. Et là, je ne parle pas des capacités des ingénieurs, des mécaniciens, tout ça, les erreurs, ça arrive, blablabla. Moi, je parle vraiment au niveau de la direction, et je l'avais un petit peu suspecté, un petit peu l'an dernier, et à la vue de propos qui ressortaient un petit peu de Maranello, qui sont rien de plus que des bruits de couloir, mais qui en même temps me semblent pertinents, qui sont que le favori de Binotto, de la direction de l'équipe sportive, c'est clairement Charles Leclerc. On voit un énorme potentiel dans ce pilote, on sait qu'il peut faire resplendir Ferrari, et je pense qu'il l'a démontré sur ce début de saison quand il avait la machine, quand tout se passait bien, mais il semble que dans les plus hautes instances Ferrari, le favori soit Carlos Sainz, parce qu'on a une direction Ferrari, et ça a toujours été plus ou moins le problème chez Ferrari, qui est totalement détaché de ce qui se passe réellement en piste. Eux, ce qui les intéresse, c'est les résultats, c'est l'image de la marque. Et Carlos Sainz, il s'avère que c'est charisme incroyable, ce pilote a des manières qui sait séduire un petit peu les milieux de classe qui sont côtoyés dans les hautes instances Ferrari, et quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la personnalité de Charles Leclerc. Alors là, mon but, c'est vraiment pas du tout d'entrer dans la psychologie de bas étage. Carlos et Charles sont deux gars super. Moi, ce que je cherche un petit peu à retranscrire, c'est un petit peu cet aspect de, il y a une direction qui aime beaucoup Carlos Sainz, et une direction sportive qui veut favoriser Leclerc, mais qui a plus ou moins des impératifs. Et je dis que ça a toujours été là parce que ça m'évoque cette saison 61 avec le duel Phil Hill-Wolfgang von Trips, où d'un côté on avait Von Trips qui était ce jeune Allemand issu d'un milieu très aisé, qui était incroyablement rapide en piste, et on avait Phil Hill qui était un petit peu le cador chez Ferrari, celui qui avait gagné un petit peu en endurance, qui avait une expérience incroyable, mais Phil Hill, c'était un mécanicien, c'était le gars qui mettait ses doigts dans le cambouis. Et ça, c'était quelque chose que Monsieur Ferrari, que la direction Ferrari n'appréciait pas. Ça faisait sale, c'est pas au pilote de mettre les mains dans la voiture, tout ça.
Et il y avait de la tension en interne chez Ferrari en 61 parce que le commendateur, il était à fond derrière Wolfgang von Trips et derrière il y avait un petit peu les mécaniciens, tout ça, qui avaient une entente parfaite avec Phil Hill. Hill, il donnait un retour technique hyper intéressant, il savait comment aider à améliorer la voiture, il savait déceler des choses que il y avait genre 5 pilotes titulaires à l'époque, que les autres n'arrivaient pas à déceler dans la voiture. Alors malheureusement, il y a eu le drame de Monza où von Trips a perdu la vie, mais pour moi c'est quelque chose qui s'est constamment ressenti au fil de ces époques, que ce soit avec Lauda qui était aussi issu d'un milieu aisé, qui avait un petit peu les bonnes manières mais qui en même temps savait mettre un petit peu les doigts dans le cambouis, ce que Ferrari n'aimait pas. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais tout ça pour dire grossièrement que pour moi il y a vraiment une pression sur la tête de Mattia Binotto qui est en quelque sorte de donner un petit peu plus de place à Carlos Sainz. Et si j'ai conscience que ce que je dis c'est vraiment basé un petit peu sur des hypothèses personnelles et des bruits de couloir qui sont sortis, ça me paraît suffisamment cohérent pour justifier une équipe Ferrari qui est en totale désorganisation lorsqu'ils doivent prendre ce genre de décision. En plus de ça, l'autre point que je veux apporter et qui là va totalement au crédit de Carlos Sainz, c'est que Carlos, peut-être qu'il se prend 7/10 au tour, mais en attendant, il sait imposer sa vision à l'écurie, et j'ai l'impression que l'écurie, elle ose pas vraiment dire non, que l'écurie, elle répond plutôt positivement à ses appels, on l'a vu quelques fois cette saison, alors que Charles, certains, les plus médisants d'entre vous diront « Oh là là, Charles, il fait que pleurer et geindre à la radio », comme tous les autres pilotes. Oui, c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, c'est il fait les gars, j'y crois pas trop dans ce que vous faites, mais il fait rien de plus que ça, il fait rien de plus que geindre. Il y a pas un pilote qui s'affirme qui va dire à son équipe non les gars, attendez, vous déconnez, Leclerc il est pas débile, il sait très bien ce qu'il y a derrière lui, je m'arrête au stand, je fais ci, non les gars, vous me laissez passer, je vais une demi-seconde plus vite, on perd du temps, il y a Hamilton qui nous rattrape, alors que quand vous écoutez les radios de Leclerc, il essaye vraiment d'y mettre les formes, de pas trop s'imposer, de dire les gars on perd du temps sur notre temps de course, je dis pas ça pour moi, mais vraiment essayer d'avoir une vision d'ensemble, tout, alors que Sainz, quand on lui demande quelque chose, c'est non les gars je peux pas faire ça, moi j'ai ma course à faire, voilà, et c'est ce qu'il faudrait un petit peu plus dans le clan Leclerc, savoir s'affirmer. Et quelqu'un m'en parlait aussi en commentaire récemment, donc petite dédicace aussi, il y a papa Carlos qui est souvent un petit peu présent et qui a un management aussi bien formé peut-être pour s'imposer dans ce type d'environnement. On rappelle qu'avant il était chez Red Bull, Carlos, alors que chez Charles peut-être qu'on n'a pas un petit peu dans son environnement cette capacité de s'imposer. Et je me demande, bon bref, j'ai assez divergé sur le sujet, mais tout autant que j'aime rire, qu'on aime tous rire un petit peu du QI d'huître du stand Ferrari, je ne pense pas que ce soit la seule explication. Digression faite, quelques petits mots sur les pilotes Red Bull, je vais aller très vite parce que Checo, très très mauvaise qualif, mais en course il a pu remonter. On dira que ouais, avec la meilleure voiture, tout ça, c'est facile de remonter. En même temps, faut les faire, les dépassements, faut tenir ses médiums pendant 34 tours à peu près. C'est pas trop mal, tout en continuant d'être performant. En fin de course, il a su aller chercher les positions. Le seul gros point noir que je mets sur Checo, autant je le blâme pas pour l'incident du départ, qui est pour moi un mélange de Charles qui se bat à la dure pour conserver sa place, de Checo qui est un petit peu pris en sandwich avec Verstappen, et qui essaye de couper la trajectoire à Sainz et à Verstappen. Mais en fin de course, par contre, il y a des tentatives de dépassement, de sortie de piste qui sont un petit peu trop exagéré. Je dirais, let them se foutre sur la gueule, c'est vrai que c'est tout à fait plaisant, mais ça ferait pas de mal que de temps en temps la direction de course, entre deux briefings, revienne et dise « Bon, maintenant, vous essayez de jouer entre les deux lignes blanches, s'il vous plaît. » Et je dirais la même chose à Maximus, qui était incroyable en qualification, qui a pas pu conclure à cause du drapeau jaune causé par Leclerc, qui faisait un excellent début de course et qui a roulé sur cet énorme morceau d'aileron avant d'Alpha Tauri. Mais ses défenses en fin de course sur Ocon et surtout sur Schumacher étaient vraiment au-delà des limites pour moi. Et le pire, c'est que récemment, il l'a totalement dit. Il a dit, Schumacher a été malin parce que c'est soit il me rentrait dedans, soit il restait derrière. Je suis tout pour les batailles rugueuses, mais il faut quand même savoir respecter un minimum de sportivité. Tout comme pour Alonso dernièrement au Canada, je ne peux pas cautionner qu'un pilote fasse des énormes zigzags et des coups de frein quand il y a un autre gars qui est 50 mètres derrière.
t'as pas le temps de réagir, t'es à 250-300 km/h. Mais dans l'ensemble, un bon week-end pour les Red Bull et aussi pour les Ferrari qui étaient très performantes, mais aussi pour les Mercedes qui, en rythme de course et même en qualification, avaient un rythme très très proche des Red Bull et Ferrari, mais en course, on avait l'impression de le revoir dans ses grandes heures quand la Mercedes lui permettait de jouer la victoire, et ce week-end, la Mercedes pouvait jouer à la victoire. Il semblait être une réelle, et il était une réelle menace au Ferrari. Preuve en est, c'est lui qui a indirectement causé la déchéance aux avant-postes pour Leclerc. Et en plus de cela, il repart avec le meilleur tour en course, donc rien de mieux un petit peu pour lui rebooster le moral. L'an dernier, c'est là que la Mercedes était revenue à la vie, et je me demande si ce serait pas un petit peu le tournant de la saison de Mercedes. George Russell n'aura rien pu prouver. En difficulté en qualification, il avait pas du tout de confiance dans la voiture après la Q1, et après l'incident au départ, je dirais très simplement que c'est de l'incident de départ. Russell avait pas vraiment de visibilité, mais j'ai quand même envie de lui mettre un petit point de responsabilité dans le sens où c'est vrai qu'il se rabat sur la gauche et on est au départ à Silverstone, on va très vite. Même s'il ne peut pas voir qu'il a un angle mort, tout ça, on essaye de garder une ligne droite sur ce type de départ et il ne l'a pas fait. Donc un petit point de responsabilité, mais j'irai pas plus loin, ça fait partie de la course. Nando Alonso ramène la 5e position avec enfin un week-end qui se déroule parfaitement pour lui, de la qualif à la course. La Q3 était peut-être pas suffisamment bien exploitée, c'était beaucoup une question de température de pneus, tout ça, mais en course, il était là, il a fait une course en solitaire avec Norris, limite je pourrais parler un petit peu des deux ensemble, parce que Lando était juste devant lui pendant toute la course. Lors de la safety car finale, Alonso est rentré au stand, McLaren a demandé à Norris de rester en piste, et là dans le stand McLaren on s'est dit oh la boulette, on aurait dû ramener Lando, ils l'ont fait le tour d'après, mais ça a suffi pour que Lando perde la position. Alonso a fait semblant de lutter un petit peu avec Leclerc, Hamilton en fin de course, c'était de l'Alonso, mais en même temps, il ne serait pas un pilote de Formule 1 s'il ne tentait pas de glisser son nez à la moindre opportunité. C'était très sympa de savoir Alonso et Norris juste là en toute fin de course, parce que ça présentait une réelle menace. Si jamais il y avait une touchette, si jamais il y avait quoi que ce soit, eh ben il y avait une Alpine et une McLaren qui étaient là, avec deux pilotes qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour vraiment essayer de chipper une position ou deux. Pour les coéquipiers, Esteban Ocon, son week-end a été un calvaire du début à la fin. Il a eu un problème de batterie en Q2 qui fait qu'il n'a pas pu performer et il est parti bon dernier de la Q2. En course, il a été pris dans le crash indirectement. Il a été forcé d'aller un petit peu dans l'herbe pour éviter Tsunoda qui était très lent. Et ensuite, eh bien, il a été touché par une des voitures qui partait en tête à queue, suspension avant cassée. Là, tu te dis que son week-end peut pas aller plus mal et pourtant il se bat, il ramène son Alpine avec 3 roues, simplement parce que la suspension avant droite était cassée et il ramène la voiture. Les mécaniciens d'Alpine parviennent à la réparer pendant le temps du drapeau rouge. Il fait une superbe course, il remonte très bien, il va chercher Verstappen et ensuite on se dit bah allez, maintenant il va terminer juste derrière Alonso, ça va être un bon week-end pour les Alpines. Et là c'est problème de pompe à essence de mémoire. Pour Daniel Ricciardo, c'était un mauvais week-end pour lui. Il était à plus d'une seconde au tour en moyenne sur en course, en qualification on était sur du 2 secondes 5. Il a eu une panne de DRS au bout du 30e tour, mais il y a un moment, tu peux pas justifier un tel écart de performance de la sorte. C'est pas une surprise que Ricciardo soit en telle difficulté sur ce type de tracé avec la McLaren, mais il y a un moment, ça fait 1 an et demi qu'il pilote une machine avec cette philosophie qui ne correspond certes pas à son style de pilotage, mais il y a un moment, c'est un pilote de F1, c'est à lui de s'adapter. Et la prochaine fois, on est en Autriche. En Autriche, j'ai peur aussi parce que c'est de nouveau un tracé sur lequel il risque d'avoir du mal si la machine continue de pas être très réactive sur le train avant. Un énorme tonnerre d'applaudissements pour les As qui remontent depuis, je crois, les 19e places de tête, c'est sublime. Alors ils ont certes profité du chaos, faut l'admettre, mais Mick Schumacher a réalisé le meilleur week-end de sa carrière, ça y est, ça fait aucun doute. On pouvait s'en douter au Canada, mais la mécanique a décidé qu'il n'irait pas jusqu'au bout.
Là, il était peut-être pas trop à son aise en qualification. Il a eu des soucis également, je crois, avec son volant qui ne lui convenait pas en qualification, enfin qui était mal réglé. Mais sa course était très très forte. Très rapidement, il a passé Magnussen, Stroll, pour aller un petit peu chasser le groupe qui avait devant. Et en fin de course, eh bien, il a pu aller attaquer Vettel à la relance et même aller attaquer Verstappen. Mais Verstappen, comme je le disais, qui a défendu comme un sagouin et qui ne lui a laissé aucune chance. Schumacher, peut-être que si ça avait été 7 ou 8 courses plus tôt dans la saison, il aurait été au crash, il aurait vraiment forcé pour essayer de prendre la place, mais là il avait dans sa tête, je pense, juste le besoin de finir une course propre en terminant dans les points. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Et K-Mag, un petit peu en retrait sur Schumacher ce week-end, mais également il a su être là pour aller chercher les points. Il a pas voulu s'arrêter au stand lors de la voiture de sécurité finale, ça lui a coûté, il l'a regretté puisqu'il se fait passer par Vettel, Schumacher en fin d'épreuve, mais il réussit à conserver Lance Stroll derrière lui. Lance Stroll qui a eu également un week-end très très moche. Une nouvelle fois, à la différence du Canada, c'est juste que il a pas pu aller chercher le point dans les derniers tours après la safety car. Peut-être que si Aston Martin lui avait chaussé des pneus soft, il aurait pu y aller, mais chez Vettel et Stroll, après la voiture de sécurité, on a mis des médiums sur les deux voitures. Je comprends pas trop, peut-être qu'on usait trop les pneus rouges, ou alors on n'avait pas confiance de pouvoir aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, à part cette safety car qui lui a permis de remonter sur le peloton et de passer Latifi, c'était pas un week-end très brillant, à l'inverse de Vettel qui a été une nouvelle fois sensationnel. En qualification, il a eu plein de soucis, de changement de casque, de soucis électroniques et blablabla. Mais le dimanche, il s'est arrêté très très tôt. Il l'a refait la même qu'au Canada, en s'arrêtant au 5e tour. Je me suis dit, ils auraient peut-être appris la leçon, mais là, il a pas eu de voiture de sécurité virtuelle ou de voiture de sécurité qui a ruiné sa stratégie. Un petit peu comme Pérez, il a roulé pendant une énorme trentaine de tours avec les mêmes pneumatiques, et lorsque la voiture de sécurité est arrivée, ça lui a fait un petit arrêt au stand gratuit. Il a seulement perdu la place face à Schumacher à la relance, ne bénéficiant pas des bons pneumatiques, mais il ramène 2 points pour l'écurie basée à Silverstone. À Silverstone, c'est très très sympathique. L'homme du week-end pour beaucoup sera Nicolas Latifi. Qu'est-ce que tu veux, il a maximisé sa qualification d'une manière que seul Albon aurait pu faire cette année. Il y a rien de plus à dire, il y a rien de sensationnel dans sa qualification. C'est juste qu'il était là au bon moment. Sur la fin de la Q1, il y a eu Albon, Vettel, les Haas qui s'étaient totalement plantés dans leur approche sur la gestion des températures. Latifi a très bien géré, il passe en Q2. En Q2, il y a 2-3 pilotes qui ont des soucis, qui ont du trafic. Lui a un tour très très propre, très très bon. Ça lui suffit à passer en Q3 puisqu'il y a eu qu'un seul tour valable en Q2 avec la pluie qui s'est intensifiée. Alex Albon, il n'y a pas grand-chose à dire. Les améliorations qui ont été apportées semblaient très efficaces, mais il n'a pas pu les démontrer en qualification. Enfin, si, il les a démontrées, mais comme je le disais, il a eu un tour de décélération avant son dernier tour final, et les pneus avaient totalement perdu en performance, et c'était le moment où il fallait vraiment faire un bon tour. Et en course, il a rien pu montrer. On espère qu'il n'y a pas trop eu de pertes de nouveaux éléments sur la Williams dans le crash. Chez les AlphaTauri, c'est à nouveau un week-end cauchemardesque. Pourtant, le passage en Q2 était inespéré. On s'attendait à un week-end horrible chez AlphaTauri, avec ce tracé qui correspond pas du tout à la monoplace. On fait 11 et 13 en qualif, c'est incroyable. Gasly fait un départ magnifique, il prend la 7e position. Tsunoda remonte en 9e place. On se dit, ça y est, chez les AlphaTauri, il y a un double point ce week-end à jouer. Et Tsunoda qui, cette attaque totalement ridicule. Enfin, je veux dire, Gasly a fait ce qu'il fallait. Il s'est défendu coriacement, mais tout en laissant bien suffisamment de place à son coéquipier, enfin suffisamment de place pour que la voiture passe. Et là, Tsunoda plonge à l'intérieur, trop de vitesse, l'arrière part, et puis il élimine les deux. Gasly abandonne à cause de dégâts sur son aileron arrière. C'est la direction de course qui l'a forcé à arrêter. Et Tsutsu, il termine 14e, bon dernier ce week-end. Et un week-end pas plus brillant chez les Alfa Romeo. Zhou Guanyu, le plus important évidemment, c'est sa meilleure qualification. Et puis accessoirement le fait qu'il soit indemne après ce terrible crash.
Mais oui, c'était sa meilleure qualification en Formule 1. Il est vraiment en forme depuis l'Azerbaïdjan en qualification et en course. Enfin, en course, on l'a pas vu du coup aujourd'hui. Bottas, c'était à nouveau calamiteux, je trouve. Enfin, c'est un énorme bof en fait. Le fait qu'il se fasse battre de la sorte par Zhou en qualification, c'est difficilement à la hauteur des attentes. Et en course, il a été relativement transparent, il a rien fait, il était juste là. À nouveau, il a perdu 3-4 places dans le premier tour. Enfin, après la relance, après le drapeau rouge, il perd plein de positions. Et il n'a jamais été en mesure de passer Nicolas Latifi. Latifi qui certes était dans un train de DRS, mais quand on voit le rythme pur de la Williams... quand il y avait plus le DRS, on se dit que, de toute façon, la mécanique a abrégé ses souffrances. Et je vais m'en arrêter là, parce que je pense avoir fait le tour de l'essentiel à retenir de la course de chacun, et de ce Grand Prix de Silverstone, qui est peut-être un des meilleurs qu'on a vu depuis un petit moment. Même si on a vu plein de bons Grands Prix sur cette saison et la saison dernière, mais là je vois difficilement ce qu'on aurait pu attendre de plus. Il y avait de la lutte à tous les niveaux. Cette nouvelle réglementation 2022 est une merveille sur ce tracé. Les pneus 18 pouces n'ont pas lâché. Ils ont même permis d'attaquer, enfin, les durs ne marchaient pas à Silverstone. Quand tu te dis que Perez et Vettel ont tenu plus de 30 tours avec les pneus médiums, c'est vraiment que tout allait à la perfection, et c'était un vrai plaisir. Un grand merci de votre écoute, des très gros bisous, on se dit à bientôt sur le YouTube avec un petit pouce bleu si tu veux au passage, et à ce week-end pour le meilleur format du monde.